sommaire de ce 19h30, la situation des droits humains au Burkina Faso en 2020 n'est pas reluisante. Le contexte fortement marqué par la pandémie de Covid-19 et les conflits armés a fragilisé la bonne santé de ces droits déjà en souffrance. C'est ce qui ressort du rapport 2020 de Amnesty International présenté hier, un document qui note entre autres des tortures et des exactions perpétrées sur le sol burkinabé l'année écoulée. L'Office national d'identification lance une opération spéciale d'établissement des cartes nationales d'identité. Dans la commune de Madjouari, région de l'Est, les équipes de l'ONU ont été déployées ce jeudi sur place en hélicoptère. Conditions de sécurité précaires obligent. L'infrastructure était attendue par tous les acteurs du secteur du transport. La grande gare routière Ouagarinter est désormais opérationnelle et ce, après 20 mois de travaux sur près de 2 hectares et qui ont coûté 4 milliards de francs CFA. Et puis, c'est une école pour sauver les enfants muets et malentendants. Elle se trouve à Banfora, et bien, elle est en difficulté, elle n'arrive plus à supporter ses charges. C'est un véritable SOS qu'elle lance, vous l'entendrez dans ce journal. Voilà pour le sommet, bonsoir et bienvenue à ce journal. C'est l'une de ses premières sorties depuis le double scrutin de novembre dernier et son échec cuisant aux législatives. Le parent se prononce sur le processus de réconciliation nationale en cours, justice pour les victimes des crimes et leurs familles, mais aussi possibilité d'amnistie et de grâce pour les coupables. Voici les ingrédients proposés par le parti de Laurent Gbagbo pour aboutir à une réconciliation inclusive. Abdourazak Traoré. Après son échec cuisant aux dernières élections, place à l'autoflagellation. Le parent de Laurent Gbagbo brise le silence pour la première fois depuis la proclamation des résultats du double scrutin. L'ensemble du bureau ayant démissionné à l'issue du vote, c'est Abdoul Karim Sango qui mène le branle en tant que président du comité de réorganisation. De janvier à maintenant, des tournées ont été entreprises dans les différentes provinces du pays. Des propositions en ont découlé. De nouveaux projets de statut et de règlement intérieur ont été rédigés. Un congrès est même annoncé du 28 au 29 mai prochain. Le parent veut donc renaître de ses cendres, non pas en dehors du pouvoir en place dont il est co-gestionnaire. Voilà pourquoi il souscrit entièrement au processus de réconciliation amorcé par le chef de l'État. Pour le parti politique qui prône le développement endogène, la réconciliation nationale passe par le triptyque vérité, justice et réconciliation. Mais en tenant compte du cas spécifique de chaque dossier, parce que souvent, il y a des dossiers sur lesquels, en disant la vérité, vous risquez de créer plus de problèmes. Donc nous en appelons à la sagesse. Mais sinon, ça c'est un principe non négociable. On ne peut pas. Pourquoi il faut la vérité? Même le bon Dieu dit, confesse-toi avant que je te pardonne. Dans la quête de cette réconciliation nationale, le parent insiste sur le fait que le processus devrait s'adosser aux intérêts des familles victimes des différents crimes. En plus de cette proposition, Abdoul Karim Sango et ses camarades appellent la justice à évacuer les dossiers pendants. Il y a des pays qui ont réglé rapidement leurs problèmes. Il faut qu'on s'inspire de ça. Ça a trop duré. Il faut que ces dossiers emblématiques-là se soient réglés. Vous les connaissez aussi. Enfin, le parent estime que, en adhérant au principe, nous devons éviter absolument de faire de la réconciliation nationale un sujet au fourre-tout. Faut pas. D'abord, on a dit réconciliation nationale. Ça ne peut pas être des problèmes locaux. Des bagarres entre chefs, ce n'est pas des problèmes nationaux. Vous allez régler ça comment? À cela s'ajoute le droit de grâce dont dispose le chef de l'État. Le parent compte sur cette prérogative présidentielle pour gracier des acteurs. Au-delà de cette question d'actualité, le présidium s'est apaisanti sur le domaine de l'éducation avec notamment les réformes en cours.
Elles sont soutenues par l'ancien ministre de la Culture et ses collègues. Comment vous voulez qu'un enfant de 12 ans vienne discuter de réforme de l'éducation? On est dans quel pays là? Un truc même certains enseignants ne comprennent pas bien. Comment vous voulez déjà que les enfants qui n'ont pas de maturité puissent discuter de ça? Ils sont dans la rue, on leur demande qu'on a dit ceci, on a dit cela. Mais c'est pas sérieux. Face aux situations de remous engendrées par les réformes, le Parti pour la Renaissance nationale appelle l'exécutif à mettre l'accent sur la sensibilisation des parties prenantes. Aux parents, il en appelle à leur sens de responsabilité. Éducation en débat, mais aussi changement climatique. Sur cette question, le parti au slogan Liberté, Solidarité et Fraternité estime que l'heure est grave. Il recommande une prise de conscience collective et individuelle. Le parent, je vous le rappelle, a soutenu la candidature de Roch-Marc Christian Kaboré au cours de la présidentielle du 22 novembre dernier, au terme d'un processus électoral dans lequel l'ONI aura joué un rôle important en dotant les futurs électeurs des cartes nationales d'identité. Eh bien, l'Office national d'identification poursuit sa mission et lance une opération spéciale d'établissement des cartes nationales d'identité dans la commune de Madjoari. C'est à 185 km de Fada Ngouma. Nous sommes dans le Grand Est, une localité en proie à une sécurité précaire. C'est donc en hélicoptère que les agents de l'ONI se sont rendus sur place ce jeudi. Luc Pabelgem. C'est devenu maintenant une habitude pour l'ONI, l'Office national d'identification, de procéder à des opérations spéciales d'enrôlement dans des zones difficilement accessibles au Burkina Faso. Madjoari, commune rurale de la Kompienga à l'est, est située à 82 km de Pama et 185 km de Fadangourma. Grâce à l'appui de l'armée burkinabé, une équipe technique de l'ONI avec à sa tête son directeur général se pose dans la commune. La longue attente n'a pas démobilisé les nombreux demandeurs de la carte nationale d'identité burkinabé. Vraiment, il y a beaucoup qui attendaient. C'était une souffrance pour nous, pour le déplacement d'ici, Pama, pour les pièces. Donc, nous souffrons beaucoup pour les pièces. Le chemin aussi n'est pas bon. Donc, on a beaucoup de problèmes sur la RN19 ici. Voilà, il y a des coupettes de route, nous sommes encore dans l'insécurité. Un ACP, un agent collecteur photographe, s'occupait déjà de la collecte de données sur le terrain, mais situation sécuritaire oblige, ce dernier s'était replié à Fada il y a 1 an. L'ONI ne voulant écarter aucun Burkinabé du processus d'établissement de documents d'identité, explique sa venue sur le terrain. Avec des moyens que nous n'avons pas l'habitude d'utiliser, nous avons organisé avec le concours de l'armée et l'ensemble des services de police et de gendarmerie présents ici, l'opération spéciale sur Madjoari pour non seulement traduire toute notre solidarité à l'égard de cette commune, pour réaliser également la mission première de l'Office national d'identification, qui est de délivrer des cartes nationales d'identité, entre autres, et donc d'identifier l'ensemble des populations du Burkina Faso. Où est-ce qu'elles se trouvent et quoi que cela puisse coûter en termes financiers. Les populations se réjouissent de l'arrivée de la mission de l'ONI à Madjoari. Grâce à l'institution, fini les longs déplacements avec tous les risques que cela comportait. C'est l'ONI également qui leur permet de revoir leur maire qui n'est plus résident dans la commune depuis plus d'1 an. Nous savons bien que dans ce contexte sécuritaire-là, pour faire un déplacement à Madjoari, ce n'est pas facile. Et présentement, vous êtes là. Je suis tellement très fier de votre arrivée ici, de votre présence. Et ma commune aussi, toute la population de ma commune est très fière que vous êtes là parce qu'ils ont eu à faire des mois et des mois en train de souffrir sur l'axe Pama-Madjoari, 82 km. L'opération spéciale d'établissement de carte nationale d'identité burkinabé dans la commune rurale de Madjoari va du 8 au 22 avril. Le directeur général a rappelé à tous ceux qui sont en âge et tous ceux dont leur CNIB arrive bientôt à expiration de se rendre à la mairie de Madjoari avec un bulletin de naissance et l'unique somme de 2500 francs CFA. Et à bord de l'hélicoptère qui a transporté l'équipe de l'ONI se trouvait un passager bien connu de la population de Madjoari,
le maire de cette commune de 1500 habitants. Ce dernier ne réside plus sur place à cause de l'insécurité qui règne. Alors, le temps de ce voyage rapide a permis à Adjima Tchombiano de retrouver pour quelques heures sa commune et ses administrés qui résistent tant bien que mal. Luc Pabelgam. Madjoari, commune rurale dans la région de l'Est du Burkina Faso, située dans le creux des falaises du Gobnangou. Le village en langue goulmansément veut dire d'ailleurs la montagne du forgeron, peuplé d'environ 15 000 âmes, agriculteurs, éleveurs et quelques rares commerçants, compose la population majoritairement goulmansé, Peul, Mossi et Yana. Madjoari est une commune sans maire depuis plus d'1 an. La situation sécuritaire a obligé la plupart des maires de la Kompienga à administrer sans résider dans leur commune, ce qui n'est pas sans conséquence sur les populations. Quand on a besoin de papiers, vraiment, ça aussi c'est un autre problème. Parce que la mairie ici, c'est un lieu de l'état civil. C'est une seule personne qui occupe cette place. Et pour aller faire l'extrait de naissance, il va falloir un déplacement vers Nadiago, où se trouve l'agent du maire qui tire les copies et qui ramène ici pour timbrer et partager à ceux qui ont besoin. Le maire Adjima Tchombiano a profité d'une mission héliportée de l'ONI, l'Office national d'identification, pour se rendre dans sa propre commune après une année d'absence. Cela tombe bien, la population l'attendait. Pensons que le maire, c'est un fils du village. Il est né ici, grandir ici. Quels qu'en soient les problèmes, quelles qu'en soient les difficultés, quand même, il ne peut pas taper 4 ans sans mettre dans son village natal. Ce n'est pas la peine. C'est pour dire qu'il a abandonné son village. Les habitants de Madjoari ont des attentes et des doléances à soumettre à leur maire. Il faut donc profiter de la situation. Mais le maire n'a pas assez de temps. Tout se fait donc dans un couloir de la mairie. Il est venu comme ça, là. Je lui ai demandé une audience. On veut même, les jeunes sont là, on veut le croiser. Au moins 5 minutes. Il me dit qu'il n'y a pas le temps, ils vont repartir. Qu'est-ce qu'on va faire? Le Burkina même a oublié. Madjoari même, pour nous, les autochtones de Madjoari, si ce n'est pas qu'on voit les militaires, on ne sait pas que le temps du Burkina même. Madjoari, c'est comme un village qui n'est pas au Burkina. Ce bureau du maire de Madjoari n'a pas vu son occupant depuis plus d'1 an. Dans la commune, on se sent abandonné, mais pour le maire, le repli s'imposait. Ils peuvent dire que moi j'ai abandonné la population, ce n'est pas la seule commune. Les communes riveraines du parc national, là, aucun maire n'est pas dans la commune. Parce que avec la sécurité, là, je suis exposé. Et on a reçu des instructions par la hiérarchie à nous dire de faire très attention. Voilà, si tu joues, si on te prend, ça n'engage qu'à toi. Voilà. Avec la sécurité, tout le monde le sait que vraiment, moi je suis exposé. Parce que moi, ma maison et le détachement, ça fait 5 km. 5 km là, je n'ai pas de garde-corps. Je peux aller rester là-bas. La nuit, on va venir m'enlever. Donc à ce moment, le préfet n'est pas là. Moi aussi, je ne suis pas là. C'est nous, les autorités, qu'on cherche. Donc l'État même connaît la situation qui prévaut dans nos communes. Si la situation sécuritaire ne revient pas à la normale, ce n'est pas sûr que le maire revienne vivre dans le village qu'il a vu naître. Y revenir par la route serait un suicide et il n'est pas prêt à courir ce risque. La solution, c'est d'abord, on va garder ça comme ça en attendant. Si la paix revient, tout un chacun doit revenir rester là où il faut. Parce que si, avec l'insécurité, je ne peux pas être exposé de ma vie, parce que déjà, les gens entendent sur les réseaux sociaux que vraiment il y a plusieurs mecs qui ont été abattus. C'est pas la chose. Je ne peux pas dire que c'est dans la région de l'Est. Dans les autres régions là, c'est très difficile. Alors que même ici là, moi je peux venir, je peux rester ici. Mais les axes entre Madjoari et Pama, celui qui joue dans cet acte-là est parti. Donc je pense que la population n'a qu'à se calmer, que vraiment, même moi là où je suis, c'est un cri de cœur, que je sais bien que si tu n'es pas chez toi, là où tu es seulement, je pense que tu es dans la commune d'une autre personne, tu n'es pas content. Madjoari est une commune rurale enclavée avec maire non résident. La commune compte 8 villages et plusieurs hameaux de culture. 20 conseillers composent le conseil municipal.
N'eût été la situation sécuritaire, c'est une commune aux potentialités touristiques énormes. Les falaises du Gobnangou s'y étendent à perte de vue et vont jusqu'au Bénin. Grâce au détachement militaire de Tamarga, la vie reprend son cours petit à petit dans cette commune située à une vingtaine de kilomètres de la frontière béninoise. Le maire, quant à lui, s'arrange comme il peut pour gérer sa commune à distance et demande à sa population de comprendre la situation. Venons-en maintenant à ce rapport 2020 d'Amnesty International sur la situation des droits humains au Burkina Faso. C'est un document très accablant pour les forces de défense et de sécurité et plusieurs groupes armés identifiés au pas. Ils sont notamment accusés d'avoir commis des actes de torture, des exactions et des exécutions extrajudiciaires. Plus d'explications, Mamounata Kaboré. Le tableau des droits humains au pays des hommes intègres, encore peint en noir par Amnesty International Burkina Faso. Son rapport 2020 sur la situation des droits humains fait état d'exactions perpétrées par des groupes armés. En mars, les Kourouego ont effectué des raids dans 3 villages du département de Barga, dans la région du Nord, tuant au moins 43 habitants et détruisant des bâtiments. Le même mois, des hommes armés non identifiés ont tué au moins 10 civils qui se trouvaient dans une mosquée dans le village de Sissé, région du Sahel, et au moins 45 personnes sur des marchés à bétail à Compiègne-Biga et à Namougou. Le rapport ne passe pas non plus sous silence l'assassinat en août 2020 par des hommes armés de Souheb Sissé, leader de la communauté musulmane dans la province du Soum. L'autre page sombre des droits humains l'année écoulée, ce sont les exactions extrajudiciaires et les cas de torture et autres mauvais traitements dont fait cas le rapport. Le 11 mai, par exemple, des gendarmes accompagnés de volontaires ont arrêté au moins 25 personnes sur un marché de Penchangou, c'est dans la région de l'Est, et les ont placées en détention. Le lendemain matin, 12 personnes étaient mortes dans leur cellule au poste de gendarmerie de Tawalbougou. La gendarmerie a nié toute responsabilité dans ces décès. Cependant, selon les survivants libérés en juin, 12 hommes sont morts après avoir été sévèrement battus par la gendarmerie. L'année 2020, fortement marquée par la pandémie de Covid-19, a également vu la restriction du droit à l'éducation, comme ça a été également le cas de la liberté d'expression et de réunion. En janvier, une voiture appartenant à Yacouba Ladji Bama, journaliste d'investigation et rédacteur au Courrier confidentiel, a été incendiée à son domicile. Selon les syndicats de journalistes, cette attaque avait pour but de le dissuader de continuer à dévoiler les affaires de fraude et de corruption. Le même mois, le conseil municipal de Ouaga a interdit arbitrairement un sitting devant le palais de la justice qui était organisé par le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés. Au plan mondial, l'avènement du coronavirus a tout simplement mis à nu l'incompétence de certains dirigeants qui, au lieu de soutenir et protéger leurs citoyens, ont plutôt bafoué leurs droits à travers notamment l'usage excessif de la force. Nous avons des exemples probants de la Hongrie où le gouvernement du Premier ministre a amendé le code pénal du pays en y introduisant des peines de prison allant jusqu'à 5 ans pour diffusion de fausses nouvelles sur le Covid. Alors, on a également eu un usage excessif de la force, que ce soit aux Philippines où le président, le même Rodrigo Duterte, a clairement déclaré qu'il avait donné l'ordre à ses policiers de tirer à vue sur toute personne voulant perturber le système de mesures de quarantaine mis en place. Pour un monde plus respectueux des droits humains, soucieux de réaffirmer sa coopération internationale, Amnesty International recommande entre autres que les différents États fassent en sorte que les vaccins contre la Covid-19 soient disponibles et accessibles pour tous et toutes. Les pays riches et les institutions financières internationales devront aussi veiller à ce que tous les États disposent de moyens nécessaires pour faire face à la pandémie et s'en remettre ensuite, notamment en suspendant puis en annulant par la suite la dette. Tout autre chose, le syndicat national des télécommunications du Burkina Faso a tenu son 19e congrès ordinaire ce 8 avril. On devrait avoir une nouvelle équipe dirigeante à la tête du Sinatel, mais avant, le syndicat a dressé le bilan de ses activités et a tiré la sonnette d'alarme
Il estime que la privatisation de l'entreprise Onatel SA, devenue Move Africa, pourrait être préjudiciable aux travailleurs de l'entreprise Archimède Boy. La cession de 61% des parts de l'entreprise Onatel SA, désormais Move Africa, à Maroc Telecom pourrait être préjudiciable aux travailleurs. C'est ce que pense le Sinatel, le syndicat national des télécommunications du Burkina Faso. L'annonce est faite ce 8 avril au cours du 19e congrès ordinaire du dit syndicat qui tire sur la sonnette d'alarme. Nous ne connaissons pas tous les tenants et aboutissants, mais nous aurions recommandé que les autorités fassent de la prudence parce que quand même, l'Onatel, c'est une identité, c'est une identification nationale, une fibre d'identification nationale que les gens ont. Mais à partir du moment où vous avez cédé votre pouvoir à quelqu'un, vous n'avez que vos yeux pour pleurer et observer. Les travailleurs ne sont que des victimes. Nous, on observe. On ne nous a même pas mis impliqués dans ce changement. À l'issue de cette rencontre, de grandes décisions sont attendues. Bien sûr, au sorti du congrès, le congrès va dégager une plateforme revendicative, des plateformes revendicatives, des recommandations, et prendre des résolutions. Et certainement, à travers ces plateformes qui vont être dégagées, le bureau national qui va être mis en place va s'atteler à des négociations et ça peut effectivement conduire à des grandes luttes comme... Face à ce qu'il qualifie de remise en cause des libertés syndicales orchestrées par le gouvernement, le Sinatel dit être déterminé à lutter pour leur restauration et leur respect. Par ailleurs, il invite le gouvernement à relancer le dialogue avec les organisations syndicales. Depuis ce 6 avril, de nombreux foyers sont privés d'eau potable dans plusieurs quartiers de Ouagadougou. Une pénurie due notamment à une panne sur l'un des grands tuyaux de l'ONEA. Eh bien, les agents de l'Office national de l'eau et de l'assainissement sont à la manœuvre pour remédier à la situation. Abdelaziz Serré s'est rendu sur le chantier. Les ouvriers sont à pied d'œuvre pour permettre aux habitants des quartiers Nagrin, Sondogo et Bonneurville d'avoir à nouveau accès à l'eau potable. Le tuyau qui achemine l'eau vers ces zones a été déboîté ce 6 avril par une forte pression d'eau, selon l'ONEA. Et c'est cette panne que l'Office national de l'eau et de l'assainissement tente ici de réparer. L'ONEA tient d'abord à s'excuser de ce désagrément qui est vraiment involontaire, puisque c'est arrivé vraiment sans notre volonté, puisque c'est une fuite. Donc on s'en excuse. Et présentement, nous sommes à pied d'œuvre avec tous les engins que vous voyez. Et nous pensons quand même que d'ici demain, en tout cas, tout pourra rentrer dans l'ordre. L'Office national de l'eau et de l'assainissement rassure les consommateurs que cette panne qui a occasionné beaucoup de fuites d'eau ne va en aucun cas gonfler leurs factures. Vous voyez, cette conduite-là s'est rompue en plein milieu de route. Alors que nos consommateurs sont facturés sur la base de leurs compteurs qui sont installés dans le domicile de chacun. Donc, il n'y a même pas de risque qu'ils aient une imputation. C'est-à-dire, c'est juste qu'ils n'auront pas d'eau pour ceux qui sont dans la zone. Sinon, en aucun cas, on ne peut les facturer que sur la base de leur compteur. Donc, en aucun cas, cela peut être répercuté sur eux. C'est une perte sèche de l'ONEA. Et puis c'est tout. Ce tuyau de 700 mm de diamètre date de 2004. Il a été installé dans le cadre du projet Ziga 1, indique l'ONEA. D'un chantier à un autre, mais dans un tout autre secteur, les travaux ont coûté 4 milliards de francs CFA. Ils ont duré 20 mois. La grande gare de Ouagadougou, Ouagar Inter, est fin prête. Elle a été inaugurée ce jeudi à la grande satisfaction de tous les acteurs du secteur des transports. Justin Amonto. C'est l'aboutissement d'un chantier qui a démarré il y a près de 20 mois. La gare Ouagar Inter fait peau neuve, plus moderne et plus spacieuse. L'infrastructure a été réalisée sur une superficie aménagée d'1,7 hectare.
Qualité, confort, cette nouvelle gare a coûté 4 milliards de francs CFA. Une gare, c'est des arrivées, c'est des départs. Une gare doit pouvoir servir donc à tout le monde en termes de fonctionnalité. Et maintenant, nous avons maintenant besoin de pouvoir aussi gagner la bataille de l'entretien et de l'utilisation rationnelle donc des équipements qu'on met à notre disposition. Et je pense ici, en tant que ministre des Transports, je voudrais lancer un appel, vraiment un appel solennel à l'ensemble des transporteurs, à l'ensemble des usagers, à l'ensemble des voyageurs, pour que nous puissions comprendre que cette gare a été calculée, a été donc construite pour que chacun ait sa place. Bien sûr, comme l'a dit le ministre à l'instant, l'entretenir et faire en sorte que cette infrastructure reste dans un bel état de fonctionnement. Mais c'est vraiment une belle réalisation qui a été bien conçue. En plus, je suis d'autant plus fier que c'est une entreprise française installée ici depuis très longtemps, Sogea-Satom, qui a réalisé ces travaux. En plus de contribuer à améliorer les conditions de travail des acteurs du transport de la commune de Ouagadougou, c'est une gare qui innove en matière d'énergie. Elle est énergétiquement autonome. C'est une gare qui est complètement autonome sur le plan énergétique. Vous avez vu que nous avons fait une grande innovation. Le toit des différents quais de cette gare, ce sont des toits complètement solaires. Ce qui fait que de l'éclairage public jusqu'à l'alimentation de l'électricité dans les bâtiments, les climatiseurs, tout cela est supporté par un éclairage et par une énergie de source solaire. C'est un grand jour pour nous les transporteurs qui ont eu vraiment le privilège d'avoir un accompagnement d'État et du gouvernement qui a retrocédé plus de 4 milliards et demi pour le relookage et l'innovation de l'ancienne gare Ouaga Inter. Donc aujourd'hui, en tout cas, nous avons participé avec fierté à la mise à disposition de cette gare au profit de tous les transporteurs du Burkina pour qu'ils puissent améliorer leurs conditions de travail et s'épanouir dans le cadre de l'activité du transport, de la desserte du transport des personnes au niveau intérieur et à l'extérieur. La gare dispose d'une administration police pour assurer l'ordre et la sécurité, d'une infirmerie, des blocs de 10 boutiques et d'une station-service. Dans quelques semaines, il est prévu l'inauguration de la gare de Zongo, route de Bobo-Dioulasso, qui est en phase de finition. Direction à présent la région de Cascades. Et là, je vous amène dans l'univers d'une école pour les enfants sourds, muets et malentendants. Une école, hélas, en pleine tourmente. L'établissement n'arrive plus à supporter ses charges. Il est même menacé de fermeture si rien n'est fait. C'est un véritable SOS que lance le centre Rawel Gissom de Banfora. Cédric Wilfried Mabio, reportage. Le seul centre éducatif pour les enfants sourds-muets et malentendants de la région des Cascades se meurt. Créé en 2016 par Ouedraogo Oumar à la suite d'une expérience à Koudougou en tant qu'éducateur des enfants sourds et malentendants, il va décider de combler le vide dans des centres du côté de la région des Cascades avec son salaire de saisonnier. Son projet va vivre toutes les expériences liées à la grandeur de ses rêves, celui de voir un sourd-muet accéder à de hautes fonctions au Burkina Faso. Et pourtant, des talents et du potentiel, les enfants du centre Rawel Gissom en rigorgent. Les enfants sourds, ils sont spéciaux. C'est des enfants, ils aiment être avec les personnes qui les comprennent en fait. Quand tu ne les comprends pas, ils s'éloignent de toi. Et puis, s'ils ont des problèmes, souvent, ils viennent expliquer. C'est des enfants qui aiment parler en fait. Genre, ils aiment parler avec les gens qui les comprennent. Quand tu ne les comprends pas, ils te parlent une fois, deux fois, après ils ne te parlent plus parce qu'ils se disent que tu ne les calcules pas, quoi. Sinon, ils sont vraiment géniaux. Des qualités qui risquent de rester inexploitées en raison des difficultés que rencontrent les responsables de ce centre. Nous sommes en location et que le loyer, vraiment, ça pèse sur nous. Et je ne vais pas vous mentir, ici, pour pouvoir prendre carrément tout en charge, et ses enfants et le personnel et puis le loyer, il faut une somme à peu près de 468 200 francs. Voilà, vous voyez, si on enlevait le loyer, et l'électricité et puis l'eau, on allait réellement essouffler. Parce qu'on a vu croiser quelques partenaires, quelques associations là, voilà, suisses et françaises, et qui ont promis la construction d'un centre si on leur présentait un terrain. Et d'autres ont promis un forage. Voilà, il y a eu beaucoup de promesses. Mais toutes ces associations, ces ONG-là, veulent voir un terrain en notre nom avant d'investir. Notre plus grand souhait, c'est d'avoir un terrain. Voilà, un terrain pour construire le centre, au fait. Des portes, Oumar Ouedraogo en a tapé.
Pour l'instant, il n'a reçu que des promesses d'ouverture. Une situation qui désole davantage les parents d'élèves qui s'inquiètent d'une éventuelle fermeture, tant le changement observé chez leur progéniture depuis la fréquentation de ce centre est réel. L'enfant, il était laissé à lui-même. Il restait à la maison, il se promenait beaucoup. Et dès que j'ai entendu parler de ce centre, j'ai jugé bon de l'amener afin qu'il puisse apprendre quelque chose avec ses camarades. Bon, en tout cas, beaucoup de choses parce que d'abord, même le vivre avec ses camarades, il est beaucoup accepté avec les camarades du quartier. Et partout, même actuellement, quand il passe, les enfants l'appellent pour s'amuser avec lui. Depuis qu'elle vient à l'école, son comportement a changé. Il y a eu de l'amélioration dans les gestes. Souvent, c'est elle-même qui m'apprend à lire le livre de lecture à travers ses gestes et à faire les calculs. En attendant la réaction des bonnes volontés, les responsables du centre Raoul Gibson s'accrochent à leur seule motivation, à savoir la joie d'apprendre de ses enfants, si particulier. Dernière ligne droite de ce journal, l'économie. C'est une rencontre plus que nécessaire entre deux structures liées par leur champ d'action, le patronat et le Conseil national de l'économie informelle. L'occasion pour le dernier cité de plaider pour la création d'un fonds de garantie en soutien au secteur informel. Justin Amonto. Le Conseil national de l'économie informelle aux côtés du président du Conseil national du patronat burkinabé. Cette rencontre de courtoisie ici au siège du patronat est une occasion pour les responsables du secteur informel de présenter leur bureau exécutif et le bureau des 13 démembrements régionaux. Une démarche saluée par le Conseil national du patronat burkinabé. Même moi, j'étais informel un jour et aujourd'hui, je suis devenu secrétaire. Donc, personne n'a le monopole de réussite. Tout le monde peut réussir leur vie s'ils font leur travail. Présentement, il y a beaucoup de banques. Et même nous, le patronat, nous voulons créer un fonds pour pouvoir soutenir les femmes et les jeunes. Donc, s'il plaît de Dieu, si Dieu nous permet, ça va avoir le jour bientôt. Pour le président du Conseil national de l'économie informelle, la mise en place d'un fonds de garantie peut faciliter les activités du secteur informel. Comme ce que le patronat a dit, vous savez que beaucoup de nous veulent des financements pour travailler, mais on n'a pas de garantie. Il y a beaucoup de femmes qui se trouvent avec leur mari qui ne peuvent pas avoir le DPIH pour aller dans des banques classiques pour prendre l'argent. Mais Dieu merci, le patronat est en train d'organiser un fonds de garantie pour garantir ces artisans qui vont aussi gagner des financements pour travailler, pour sortir dans l'informel, pour aller vers le formel. Donc vraiment, nous saluons ça vraiment à sa juste valeur et on le soutient de faire tout, que ce soit le plus tôt possible, que nos artistes vont gagner ce fonds de garantie qui va vraiment les aider dans leurs activités. Depuis 2018, le patronat accompagne les travailleurs de l'économie informelle pour le développement de leurs activités. Il mobilise par ailleurs 400 entreprises pour la formation pratique et l'emploi de 8000 jeunes et femmes au Burkina Faso. Et ce, dans le cadre du projet PAFPA, programme d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Et pour terminer, c'est un projet destiné à résoudre un peu la problématique de l'employabilité des jeunes et des femmes. Le projet Touma, c'est une ambition à terme de la création de 13 000 emplois et de 1000 micro-entreprises. Justin Amonto. C'est le lancement officiel du programme de subvention 2021 du projet Touma, un projet d'appui à la compétence professionnelle, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes et des femmes des régions rurales du Burkina Faso. L'objectif est de contribuer à la stabilité régionale et à une meilleure gestion des migrations. Le projet vise la création de 13 000 emplois et de 1000 micro et petites entreprises. On essaye de répondre à un besoin, n'est-ce pas? Un besoin à la population, parce que nous avons ce projet-là particulier, il est financé par un financement européen qui a été créé pour atténuer les effets négatifs de l'immigration sauvage. On travaille avec les gouvernements, on travaille avec les différentes entités gouvernementales, mais aussi avec la société civile, avec les secteurs privés. Et ce que nous cherchons, c'est vraiment contribuer à que ces pays aient de la stabilité. Et pour ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, nous considérons qu'on devrait accompagner
et favoriser la création d'emplois. Le programme va favoriser le renforcement des compétences techniques et professionnelles de 5500 jeunes et femmes au Burkinabé. L'amélioration des capacités de résilience et de soutien des acteurs locaux aux activités économiques initiées par des jeunes et des femmes figure aussi parmi les attentes du projet. Selon le ministère en charge du commerce, c'est un atout pour le pays des hommes intègres. Ce projet, n'est-ce pas, est un atout pour le Burkina Faso. Il vient soutenir le Burkina Faso en termes de création d'emplois et d'employabilité des jeunes et aussi des femmes. Ce projet sera essentiellement réalisé vers les zones où il y a les défis sécuritaires. C'est pour, n'est-ce pas, amener une réponse à la population dans ces zones-là pour leur autonomisation, pour leur employabilité et aussi la création d'emplois dans ces zones-là. Un projet cofinancé par l'Union européenne et la coopération autrichienne, avec une enveloppe financière de plus d'1 500 000 €, soit plus d'1 milliard de francs CFA. Le projet sera mis en œuvre dans 5 régions, notamment les régions des Cascades, des Hauts-Bassins, de la boucle du Moun, du Nord et du Sahel. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci encore une fois de votre fidélité renouvelée. On se retrouve demain à la même heure, 19h30, ici même. Bonsoir.